Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Orkia. Dans cette vidéo, je vais expliquer ou bien présenter la correction de l'examen final concernant le module programmation par contrainte, or constraint programming, ou bien la programmation logique par contrainte, parce qu'on avait utilisé le langage Prolog pour préparer ou bien pour exécuter ou bien pour résoudre notre modèle qui est le CSP, Constraint Satisfaction Problem, ou bien le problème de satisfaction de contrainte. Bien. Donc, notre examen final contenait des questions de cours et des exercices. On commence par les questions de cours. La première question était définir un CSP sous contraint et un CSP sur contraint. Donc déjà, on sait que le CSP est un modèle formel de programmation par contrainte. Et il y a plusieurs types de CSP selon le type des variables, des contraintes, ainsi de suite. L'essentiel, on va définir que veut dire le qualificatif de notre modèle CSP qui est le sous-contraint et aussi le sur-contraint. Donc déjà, dans le nom de ce modèle, on voit la notion de contrainte. Donc c'est les contraintes, ça concerne les contraintes, et puis il y a la notion de sous et sur. Donc on va répondre à cette première question. Dans la programmation par contrainte, lorsqu'un CSP n'a pas de solution, on dit qu'il est sur-contraint. Dans ce cas, on peut trouver l'affectation totale qui viole le moins de contraintes possibles. On parle alors de max CSP. Une autre possibilité dans la programmation par contrainte est d'affecter un poids à chaque contrainte. On cherche alors à minimiser le poids des contraintes violées. On parle alors de VCSP, bien Valid Constraint Satisfaction Problem. Un max CSP est un VCSP où toutes les contraintes ont le même poids, bien la même priorité. Donc, globalement, lorsqu'on a, beaucoup de contraintes, et puis il n'y a pas de solution. On n'arrive pas à satisfaire toutes les contraintes. Donc, normalement, dans ce cas, il faut revoir notre modèle, il faut remodéliser, c'est-à-dire on va essayer de voir si on a bien capté les contraintes, on les a bien formulées. L'essentiel, on a trop de contraintes et on n'arrive pas à les satisfaire toutes. C'est pour ça qu'on a comme solution de sortie le CSP et n'a pas de solution. Donc on essaie d'arranger ce modèle, de le remodéliser, de le revérifier, de le recorriger, ou bien en enlevant des contraintes qui sont redondantes peut-être, ou bien il y a une autre solution qui est le fait de donner à toute contrainte une certaine priorité pour pouvoir, satisfaire les contraintes les plus importantes. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'un CSP sous contraint? Lorsqu'un CSP admet plusieurs solutions différentes, on dit qu'il est sous contraint. Si les solutions ne sont pas toutes équivalentes, alors il est possible d'établir des préférences entre les solutions. On ajoute une fonction qui associe une valeur numérique à chaque solution, représentant la qualité de cette solution. Donc l'objectif est de maximiser cette fonction objective. On parle alors de CSOP, Constraint Satisfaction Optimization Problem. Le problème CSP, quand est-ce qu'il est sous contraint? Lorsqu'on a beaucoup de solutions. Parce qu'on avait dit qu'en général, le solveur d'un CSP peut avoir, donc déjà comme entrée, on a le modèle CSP. Comme sortie, on a la solution de ce CSP, bien sûr en utilisant différents algorithmes de résolution d'un CSP. Donc on a dit que la sortie, en général, on a trois types de sorties. On a une seule solution, donc c'est le top. Ce CSP, il est solvable et le modèle il est correctement fait, il est robuste parce qu'on a une seule solution optimale. Très bien. Parce que le modèle est formel, dans la solution trouvée, elle est exacte et elle est optimale. On peut avoir comme sortie pas de solution. C'est pour ça qu'on a le problème ou bien le CSP sous contraint. Et on peut avoir plusieurs solutions. Donc on dit que c'est un problème sous contraint. Quand est-ce qu'on a beaucoup de solutions? Donc, des fois, donc malgré que, très bien, on est arrivé à résoudre ce problème, mais puisqu'on a plusieurs solutions, ça devient aussi un problème parce que peut-être que le client, ou bien c'est-à-dire celui qui a besoin de cette solution, il veut une seule solution. Donc on peut à ce niveau-là utiliser des techniques pour choisir la meilleure solution. Donc on utilise de l'optimisation, on ajoute une fonction objective pour pouvoir trouver la meilleure solution entre les solutions trouvées. Ou bien on peut même ajouter ou bien utiliser des techniques de multicritères ou bien de multi-objectifs. Bien. Donc ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, définir les prédicats first, full, most constraint and random. Ce sont des prédicats
qu'on utilise comme option dans la résolution d'un CSP avec le prédicat FD-labeling. Donc, first of all, choose the variable with the largest domain. Donc, on a vu que dans la recherche d'une solution pour le CSP en utilisant des algorithmes comme le backtrack ou bien la consistance, on doit choisir une variable initiale pour commencer l'exploration, bien la recherche, et aussi choisir une valeur de la variable. Donc cette option, bien cette heuristique, donc déjà c'est une heuristique, le first of all, il faut que l'étudiant mentionne que c'est une heuristique qui, quel est son principe? C'est le fait de choisir la variable qui a le plus grand domaine de valeur de variable. Ok? Bien. Donc c'est vrai, il faut mentionner ici que c'est une heuristique. It's important. It is an heuristic. It's important to describe this, okay? It's the same for most constants. It is an heuristic. C'est très important de mentionner, ok? Aussi pour le random. Bien. There are heuristics, so we must say that are heuristics. So, a deuxième heuristic most constant, choose a variable with the smallest domain, breaking ties using the number of attached constants. It is a heuristic. So, most constant, on choisit la variable qui se trouve, déjà qui a le plus petit domaine et qui se trouve dans la majorité des contraintes. Parce que lorsqu'on a des variables, et on a des contraintes sur la variable, c'est-à-dire les contraintes ne contiennent pas obligatoirement toutes les contraintes. Donc on essaie de choisir la variable qui se trouve fréquemment dans toutes les contraintes. C'est pour ça qu'on dit most constant, la majorité des contraintes. Bien. Et le random, comme son nom l'indique, assign a random value from the domain. It is a heuristic. So random, c'est lorsqu'on choisit une variable aléatoirement. Okay? On n'a pas un choix bien précis. Mais on n'a pas une condition sur le choix. Très bien. Troisième question de cours, citez deux options différentes dans l'appel du prédicat FD-labeling. Donc on sait que dans la programmation Prolog, on a des prédicats bien sûr, qui sont la base de programmation. Et chaque prédicat, il a un schéma d'appel. Il a un nom bien sûr qu'on doit respecter. On doit respecter ses syntaxes. Je parle des prédicats prédéfinis qui se trouvent dans les librairies du Prolog. Donc il faut respecter la syntaxe du prédicat et deuxièmement le schéma d'appel. Comment on appelle ce prédicat? Donc globalement, le FD-labeling, il a deux schémas, entre autres. Il y a le FD-labeling avec un seul paramètre d'appel et on a le FD-labeling avec deux paramètres d'appel. Donc premièrement, le FD-labeling avec un paramètre d'appel. Pour demander à GNU Prolog ou bien Prolog de rechercher une affectation de valeur à une liste de variables, on utilise le prédicat FD-labeling 1. Le schéma d'appel est le suivant, FD-labeling avec la liste de variables, qui est de type FD, fenêtre domaine, c'est-à-dire de type des variables discrètes. Donc, en général, le premier schéma d'appel, c'est que le prédicat avec un seul paramètre d'appel qui est la liste des variables. Bien. Deuxième schéma d'appel, c'est FD-labeling avec deux paramètres. Donc, par défaut, le prédicat FD-labeling 1 instancie les variables dans l'ordre donné par la liste des variables, de gauche vers la droite, et choisit pour chaque variable les valeurs à instancier de plus petite à la plus grande. Pour améliorer les performances des algorithmes, on peut intégrer des heuristiques pour préciser à GNU Prolog ou bien Prolog l'ordre dans lequel il doit instancier les variables ainsi que l'ordre dans lequel il doit considérer les valeurs à instancier. On utilise pour ce cas le prédicat FD-labeling avec deux arguments. Le schéma d'appel est le suivant. FD-labeling avec la liste des variables, virgule, le deuxième argument, c'est la liste des options. Okay? Donc on a déjà vu ça dans le TP. Donc le FD-labeling avec deux arguments, c'est lorsqu'on voudrait préciser des heuristiques dans le choix d'appel de la variable, bien dans le choix de la variable à instancier, et aussi le choix de la valeur à instancier. Parce que pour le premier prédicat FD-labeling avec un seul argument, le choix de la variable et de la valeur de la variable, il est, c'est-à-dire par défaut, on prend la variable qui est à gauche, c'est-à-dire la première variable dans la liste, qui est toute de gauche. On choisit les variables de gauche à droite, selon leur existence dans la liste. Et aussi, pour la valeur de la variable, on choisit de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande, de façon par défaut. Mais lorsque le développeur veut
préciser le choix de la variable et le choix de la valeur de la variable, utilise des heuristiques comme on a vu, comme le first full, etc., le most constant, etc. Il y a plusieurs heuristiques prédéfinies et on peut même développer une heuristique nous-mêmes. Si on analyse bien le projet et on le comprend bien, on peut définir une heuristique. Donc, je parle ici des heuristiques prédéfinies qui existent dans les librairies du Prolog. Donc, on a ici, on utilise deux arguments d'appel, la liste des variables et les options d'appel des variables. Et aussi, il y a le prédicat backtrack qui nous donne les différents retours en arrière dans l'exploration ou bien la recherche arborescente de résolution du CSP. Bien, ce sont trois questions du cours qui étaient simples quand même. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc, le premier, je vais terminer ici une certaine explication que je vous ai donnée. Bien. Donc, le f de Labeling LO, donc on a la liste des variables et LO qui est la liste, c'est-à-dire des options, affecte une valeur à chaque variable fd de L, finite domain, de telle sorte que toutes les contraintes portent sur ces variables soient satisfaites. O est une liste d'options qui spécifie l'ordre d'affectation des variables et les valeurs. L'option correspondant à l'heuristique échec d'abord, first full, consistant à affecter en premier la variable dont le domaine a le plus petit nombre de valeurs, localement consistantes avec l'affectation partielle en cours. Et variable method first full, l'option backtrack B unifie B avec le nombre de retours en arrière effectués par l'algorithme pour trouver la solution. Ici, je vous ai donné toujours une explication sur cette notion de deux arguments pour appeler le prédicat de Labeling. Donc l'étudiant, normalement, il doit, c'est-à-dire lorsque je lis la réponse, il faut que je trouve cette compréhension, que l'étudiant, parce qu'on a appliqué ces deux appels dans les TP. Donc normalement, il devait répondre avec cette sémantique, avec ce sens. La façon, l'expression est peut-être différente de celle donnée ici dans la correction type. Mais l'essentiel, il faut que je touche que l'étudiant, il comprend les différentes stratégies ou bien schémas d'appel du prédicat de Labeling. Très bien. Donc maintenant les exercices. Le premier exercice il concerne l'algorithme backtrack et l'algorithme de filtrage arc-consistance. Donc je vous ai donné ici un CSP qui porte sur le coloriage d'un graphe avec 6 sommets. Okay. On a comme variable A, B, C, D, E, F, comme domaine des variables R, B, V, J, G et N, qui c'est-à-dire représente les couleurs ici, c'est l'abréviation des couleurs rouge, bleu, vert, jaune, grenat et noir. Et je vous ai donné les différentes contraintes qui lient ces variables. Donc, je vous demande de résoudre ce problème. Donc, le fait de résoudre ce problème avec les algorithmes backtrack avec arc-consistance, et puis comparer les deux résultats. Parce qu'on peut utiliser l'algorithme backtrack tout seul, le backtrack avec l'arc-consistance, et on doit comparer sur le plan complexité, principe, ainsi de suite. Donc, normalement, la résolution doit être sur un schéma arborescent, l'arbre de recherche, ok? Donc, le backtrack, la résolution est une recherche arborescente, ici je corrige, est une recherche arborescente avec l'application du backtrack ou bien du retour en arrière à chaque nœud. Donc ici, ici je vous ai présenté le schéma que j'ai écrit à la main. Donc vous voyez que je dois, c'est-à-dire premièrement, vis-à-vis de l'examen, il faut présenter ce schéma, il faut montrer que l'étudiant comprend le principe de résolution de l'algorithme backtrack, comme quoi la recherche ou bien l'exploration, elle est arborescente. On commence avec la racine de l'arbre qui est une affectation vide et on commence à affecter chaque variable avec une valeur et tester la satisfaction de contraintes. Lorsqu'on trouve une inconsistance partielle, on fait un retour en arrière, un backtrack. Ce qui est différent de l'algorithme généré et testé qui est un algorithme banal. On teste même si il y a une inconsistance partielle. Et on a dit que le backtrack vient pour optimiser ou bien pour améliorer le principe de l'algorithme généré et testé. Ou bien affecté et testé. OK? Ici, l'étudiant doit préciser déjà cette notion d'arborescence. Deuxièmement, il doit générer l'arbre de gauche à droite, c'est-à-dire le cas par défaut, de telle façon à trouver la première solution. Une fois il trouve la première solution, donc déjà il a répondu à la question qui dit résoudre le CSP, donc il a trouvé une solution, mais ce CSP peut avoir plusieurs solutions. Donc pour ne pas, c'est-à-dire perdre du temps, il pouvait faire ça avec un petit texte, une expression qui montre la même stratégie de résolution. Ce qui est différent, les valeurs changent, c'est-à-dire les couleurs changent. Donc, il doit arriver à une solution pour dire qu'il a répondu à la question, et puis il doit mentionner cette expression. Au niveau de chaque nœud, on teste toutes les variables et on fait, donc toutes, c'est-à-dire on doit tester toutes les valeurs
les variables avec toutes leurs valeurs, tous les domaines. Donc, vous voyez que je teste le R, le B, le V, le G, le J et le N. Et lorsqu'il y a un retour en arrière, j'arrête l'exploration et je fais un retour vers la dernière instanciation. Donc, et on fait un retour en arrière en cas où on a une inconsistance partielle. Donc, cette expression montre que l'étudiant comprend le principe qui finit l'exploration parce qu'on peut avoir plusieurs solutions. Bien. La condition, il faut que l'étudiant trouve au moins la première solution et puis il doit montrer que l'exploration, c'est le même principe, il n'y a que les valeurs qui changent et il doit donner ici l'expression de la première solution trouvée. Donc on a trouvé A égale à R, B égale à B, C égale à V, D égale à J, E égale à G et F égale à N. Bien. Donc, l'application du backtrack diminue la complexité de recherche, mais ça reste toujours coûteux. On trouve une première solution après plusieurs backtracks. Notation, une fois que vous trouvez la première solution, il faut expliquer le processus de recherche arborescente avec backtrack. Très bien. La deuxième question, backtrack avec arc consistance. La résolution est une recherche, ici je termine, une recherche arborescente avec l'application de l'arc consistance, le filtrage, ou bien la propagation par contrainte, au niveau de chaque nœud. Donc, c'est sûr que l'arbre change ici, parce qu'on applique l'arc consistance. Donc, ça reste toujours une recherche arborescente, très bien. Mais ici, après avoir affecté la première variable A, bien sûr, on prend toutes les valeurs, le R, le B, le V, le G, le J et le N. Mais pour le B, on ne va pas prendre toutes les variables. Pourquoi? Parce qu'on applique ici au nœud A, ou bien au nœud où on affecte le B, l'arc consistance, c'est-à-dire on va prendre la première affectation A égale à R et on va, c'est-à-dire tester toutes les variables, toutes les contraintes avec l'affectation A égale à R qui ne sont pas satisfaites. Et on va enlever ces valeurs des domaines des variables. Donc, vous voyez ici le B avec A égale à R, B égale à R. Normalement, l'étudiant ne doit pas mentionner ici le chemin B égale à R. C'est enlevé parce qu'au niveau du nœud, on a appliqué la procédure à consistance. Donc ici, on génère que 5 nœuds. Le B égale à B, le B égale à V, le B égale à G, le B égale à J, le B égale à N. On a enlevé le nœud B égale à R parce qu'on a appliqué l'arc consistance. C'est la première différence entre la résolution avec arc consistance, backtrack avec arc consistance et backtrack sans arc consistance. Ici, vous voyez que dans la génération c'est-à-dire du nœud pour l'affectation du B, on a généré B égale à R. Mais ici, on n'a pas généré le B égale à R. Donc, c'est sûr que l'arbre de recherche, il contient moins de nœuds que pour l'arbre de recherche du backtrack. Vous voyez, c'est ce qui montre la compréhension de l'étudiant. Donc, il y a des étudiants qui ont généré ici le B égale à R, c'est faux. Donc, ils ne comprennent pas le principe de l'arc consistance. Donc, on enlève le B. La même chose pour la génération, lorsqu'on continue la résolution, la génération du nœud D égale. Donc, D égale, on va enlever le R et le B. On reste que le V, le J, le G et le N, que 4 nœuds. La même chose pour le E, 3 nœuds. Pour le F, c'est-à-dire 3 nœuds, 2 nœuds, et puis le nœud final pour F égale à N. Et on trouve la même solution. A égale à R, B égale à B, C égale à V, D égale à J, E égale à G, F égale à N. Donc, on doit mentionner la suite de la résolution par une expression qui me montre que l'étudiant a compris. Donc, au niveau de chaque nœud, on filtre les domaines des variables avec l'arc consistance. Donc, le fait de dire on a filtré, ça veut dire qu'il y a diminution des valeurs dans le domaine des variables. Donc, il y a moins de nœuds à générer. C'est ça la première différence entre l'arc consistance et le backtrack plus arc consistance et le backtrack tout seul. Donc, l'application de l'arc consistance permet de réduire les domaines des variables en éliminant les valeurs inconsistantes. Donc, cette propagation de contraintes permet d'assurer la consistance des domaines avec chaque contrainte. Donc, parce que l'arc consistance, c'est un des types de la propagation par contrainte appliquée au CSP pour minimiser la complexité de sa résolution. Note ici, une fois que vous trouvez la première solution, il faut expliquer le processus de recherche arborescente avec arc consistance. Vous voyez, il faut vraiment, c'est-à-dire expliquer pour toucher la compréhension des étudiants et par suite, il aura sa note complète. La troisième question, comparer ces deux résultats. Donc, la comparaison se fait selon les paramètres qui sont, c'est sûr, ça touche le principe de résolution de l'algorithme et aussi la complexité. Donc ici, l'étudiant, il a le choix. Il y a des étudiants qui vont faire la comparaison en traçant un tableau avec des paramètres. Très bien, c'est très stratégique. Donc, l'essentiel, il faut que l'étudiant arrive à comparer entre les deux algorithmes. Déjà,
la proposition de la propagation par contrainte comme l'arc-consistance est venue pour améliorer l'algorithme du backtrack. Donc, la comparaison se fait selon les paramètres qui sont par exemple le nombre de nœuds de l'arbre, le nombre de backtrack de retour en arrière, etc. Donc, avec l'application de la consistance, on trouve une solution plus rapidement que l'application du backtrack, parce qu'on génère moins de nœuds. Le processus de la programmation de contraintes permet d'améliorer le principe du backtrack pour diminuer la complexité algorithmique et atteindre la solution dans un temps raisonnable. Bien. Maintenant, cela termine l'exercice 2. L'exercice 1, l'exercice 2, ça concerne la récursivité en programmation Prolog, qui est une procédure très importante parce qu'il n'y a pas de boucle dans la programmation Prolog. Donc, on utilise la récursivité avec les appels de prédicats, les appels récursifs de prédicats. Donc, étant donné une liste L de taille n, en utilisant la récursivité en Prolog, écrivez les prédicats suivants. Un prédicat qui, bien sûr, utilise le principe de récursivité qui s'appelle count et qui donne le nombre d'éléments dans la liste. Deuxième prédicat qui va faire la somme de ces éléments. Et troisième prédicat qui va inverser la liste, c'est-à-dire il faut donner une autre liste L1 qui est la liste L mais dans l'ordre inverse. Donc, c'est une programmation Prolog. Donc, premièrement, je corrige la syntaxe de programmation Prolog. Ils font le nom du prédicat en minuscule avec les arguments et un 2 points tiré moins. Et ici, les différents appels de prédicats ou bien les différentes instructions et un point à la fin. Et bien sûr, il faut que je trouve la récursivité, ou bien la notion de récursivité qui se concrétise en Prolog avec l'appel le prédicat, il s'appelle soi-même, ok, mais avec des arguments différents. Donc ici, pour la première question qui est le comptage des éléments de la liste, je prends une liste vide avec, c'est-à-dire le compteur égal à 0 et je fais l'appel avec un nombre n et je vais incrémenter donc n plus 1 tant que le n est supérieur à 0. Donc n is n1 plus 1 avec n supérieur égal à 0 et je fais l'appel avec le n1. Donc ça c'est le premier programme. Le deuxième programme c'est la somme, donc c'est la même chose. Je prends une liste vide comme initialisation et la somme égale à 0 et je vais essayer de sommer ici la somme qui est n is n1 plus x. Et pour le prédicat inverse qui est dans la liste L1, qui est la liste L dans l'ordre inverse, donc retourne L1 est vrai si la liste L1 est la liste L dans l'ordre inversé. Donc toujours je prends ça c'est important l'initialisation c'est-à-dire du prédicat, donc avec deux listes vides, et puis je vais écrire mon prédicat qui fait, bien sûr, avec la récursivité, on touche ici la récursivité, il y a le prédicat retour qui s'appelle soi-même retour avec des arguments différents. Bien, j'utilise c'est-à-dire la fonction append qui fait l'appel, ou bien l'ajout, bien le prédicat append qui ajoute des valeurs à la liste. Bien, donc ça c'est le programme Prolog de ces trois problèmes. Le troisième exercice, c'est l'application de la nœud consistance, l'arc consistance, la bande consistance à un CSP. On fait des calculs, on rend les CSP, c'est nœud consistant, arc consistant et bande inconsistance. Ici, il y a une différence entre la résolution parce que on voudrait rendre chaque CSP nœud consistant, arc consistant et bande inconsistance avant d'aller vers la recherche abréciante. Ça peut, c'est-à-dire si on trouve des intervalles vides, donc on dit que le CSP n'a pas de solution. Si on trouve des domaines des variables avec une seule valeur dans chaque domaine, donc on dit qu'on a trouvé la solution. Si on trouve plusieurs variables, on arrive à réduire les variables. On a appliqué la consistance, ou bien la propagation par contrainte. Sinon, on peut avoir les mêmes intervalles sans changement. Ça veut dire que le CSP il est déjà nœud, ou bien arc consistant, ou bien bande consistant. Donc pour la nœud consistance, c'est sûr qu'on va s'intéresser aux contraintes qui contiennent une seule variable, donc les contraintes unaires. Donc pour la contrainte unaire x différente de 2, on a une seule contrainte unaire. La propagation par contrainte, ou bien le filtrage par nœud consistance donne un nombre de domaines, ou bien un nouveau domaine. Donc on a un nouveau domaine parce qu'on va enlever la variable 2 qui viole cette contrainte. Deuxièmement, pour l'arc consistant, on va s'intéresser aux variables qui ont une seule, puis qui sont deux variables, et on va essayer d'enlever toutes les valeurs qui rendent le CSP non consistant. Donc après, c'est-à-dire test ici de chaque valeur avec chaque contrainte. Pour la première contrainte de dx égale à y, le dy devient 6, 8. Vous voyez qu'au début, c'est-à-dire le domaine d'origine, on avait 4, 5, 6, 7, 8, on avait 5 valeurs. Dans le y, ici on a 2 valeurs. Donc vous voyez qu'on a réduit le domaine, bien
on a réduit le domaine de la variable y, ben c'est bien, parce que si le domaine il est réduit, la recherche elle va prendre moins de temps, donc elle va être moins complexe. On a une complexité améliorée. La même chose pour y inférieur à z, on a l'amélioration, bien la réduction de l'intervalle bien du domaine de dz, donc de z, donc on a 7, 8, 9 au lieu d'avoir au début le 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a enlevé deux valeurs qui rendent le CSP non consistant. Bien. Donc vous voyez qu'on a une réduction des domaines. Pour la quatrième variable, ou bien la quatrième contrainte de dx inférieur à z, les domaines ne changent pas. C'est-à-dire ici, la contrainte, elle est inconsistante. C'est-à-dire, c'est bien, on ne peut pas réduire le domaine plus que ça. Donc, et déjà on sait que c'est-à-dire par définition, un CSP qui est consistant, automatiquement, il est ne consistant. Maintenant, pour la bonne consistance, donc en utilisant les règles, bien les domaines avec bonne consistance, c'est-à-dire avec les bornes, la bonne consistance, premièrement, on doit c'est-à-dire reformuler les domaines des variables sous forme d'intervalle, parce qu'ici on travaille qu'avec les bornes. Donc on doit ordonner l'intervalle et prendre la borne inférieure, lower bound, et la borne supérieure, le upper bound, pour travailler qu'avec les bornes de l'intervalle. D'accord? Pas avec toutes les valeurs de l'intervalle, comme c'est le cas de la consistance et la non-consistance. Donc ici on s'intéresse aux bornes, donc on va transformer nos domaines en des intervalles avec le upper bound qui est le 4 et le lower bound qui est le 2. dy on a minimum 4, maximum 8. Donc c'est-à-dire la valeur minimale c'est lower bound ou bien la borne inférieure. La valeur maximale qui est le upper bound ou bien la valeur supérieure. Très bien. Donc on retransforme en des intervalles, donc c'est-à-dire on détermine le lower bound et le upper bound de chaque domaine de variable pour pouvoir utiliser les règles de propagation. Ici, puisque les intervalles ou bien les contraintes sont sous forme de, c'est-à-dire d'égalité et d'infériorité et de différents, donc on va utiliser les règles de propagation liées à la somme. Premièrement, on a la somme ici, c'est-à-dire de dx plutôt à l'infériorité ici. Qu'est-ce qu'on a comme contrainte? On n'a pas, parce que la somme de dx moins y, la somme inférieure est différente. Donc on va appliquer ces règles de propagation qu'on a citées dans le cours en utilisant le min et le max, c'est-à-dire les fonctions min et max de chaque variable pour pouvoir enlever les variables non consistantes, les valeurs non consistantes. Donc on va faire un filtrage par consistance, par bonne consistance. Donc on utilise les règles de propagation pour les sommes max et min, et pour les inégalités après propagation par borne, on obtient bien sûr ces nouveaux domaines. Donc pour le D2X c'est le 3 et le 4, parce que ici on a une seule variable 2, on peut la transformer en un intervalle, c'est-à-dire la upper bound égale au lower bound égale à 2. Donc on a upper bound égale à 2, lower bound égale à 2, c'est-à-dire la borne supérieure c'est 2, la borne inférieure c'est 2, lorsqu'on a une seule valeur. Ça c'est prouvé mathématiquement. Pour la deuxième contrainte, on obtient l'intervalle 6, 8. Pour la troisième, on a 7, 9. Et pour la quatrième, il n'y a pas de changement. Donc, on a pu réduire le domaine de chaque valeur. Ici, lorsqu'on va lancer le backtrack ou bien la recherche arborescente, la recherche va être moins coûteuse que si on ne fait pas de propagation par borne. Bien. Donc, le quatrième exercice, c'est le problème de modélisation. Je vous donne une problématique. Ici, c'est un jeu. Et je vous demande de le modéliser sous forme d'un CSP. Et la réponse va être sous forme d'un prédicat prologue. Donc, c'est kiff-kiff. On pouvait l'écrire algébriquement et le transformer en programmation prologue en utilisant les prédicats qu'on a vus au cours pour déclarer des variables, déclarer le domaine des variables, et déclarer les contraintes et déclarer le prédicat de résolution. Pardon. Donc, ici, on a un jeu qui s'appelle Puzzle. Donc ici, je vous donne le jeu, c'est ça, on voudrait trouver une solution à ce jeu-là. Ça, c'est une solution que je vous ai donnée pour pouvoir comprendre les différentes contraintes. Donc, la solution, c'est quoi? Chaque domaine a une valeur comprise entre 0 et 9. Pour chaque case, son score doit être différent de ses voisins, bien ses voisines. Pour chaque rang, la somme doit être égale à 20. C'est-à-dire ici, on a un rang ici. Donc, tous les cases qui sont unis par ce rang, leur somme doit être égale à 20. OK? Et la contrainte, nous avons donc la programmation logique par contrainte suivante. Donc, on va déclarer, c'est sûr que lorsqu'on doit faire la modélisation, il faut bien comprendre l'exercice pour pouvoir
déduire les variables, les domaines des variables, les contraintes. Parce que ce sont les trois concepts qui forment le modèle CSP. Je vais relire l'exercice. Donc, on considère le puzzle suivant. Ça, c'est le jeu puzzle et ça, c'est une solution. Bien sûr, je vous donne ici des valeurs qui sont, c'est-à-dire déjà prises en considération. On pouvait prendre un puzzle vide. La solution sera plus compliquée. Bien. Dans notre cas, je vous demande de trouver une solution pour cet exemple. Avec la case, par exemple, ici, la première case, 1 est égal à 7. OK? So, les contraintes sont les suivantes. Chaque région de la grille doit être remplie par un nombre entre 0 et 9, de sorte que donc on doit remplir les cases vides avec des valeurs de 0 jusqu'à 9, mais on a les contraintes à respecter, ou bien à satisfaire. Les nombres dans deux régions adjacentes, ou bien verticalement, ou bien horizontalement, doivent être soit différents. Donc, c'est-à-dire ici, horizontalement, on ne doit pas trouver un autre 7. Même verticalement, on va trouver un autre 7, ou bien un autre 9, vous voyez? Et puis, à chaque fois qu'il y a 4 régions qui se rencontrent en un point, indiqué par un petit rang, la somme de leurs nombres soit égale à 20. Lorsqu'on a des petits rangs ici, ça montre l'intersection de 4 cases. Ici, on a 7 cases, 7 cases, 7 cases, 7 cases. Donc, leur somme doit être égale à 20. Donc, l'étudiant doit modéliser ce problème et pour pouvoir le résoudre, bien sûr que c'est le prologue, le solveur prologue qui va le résoudre automatiquement. C'est pour ça qu'on dit que la programmation logique par contrainte, son souci, c'est la modélisation. Parce qu'on donne le modèle et le solveur prédicat va le résoudre automatiquement. Donc la modélisation, elle est très importante dans la programmation logique par contrainte. Si on arrive à ressortir le modèle CSP correctement, donc très bien, on a réussi notre résolution. Donc la question, résoudre le problème par programmation logique par contrainte en écrivant le prédicat de résolution en prologue. Donc, bien sûr, on doit respecter, dans l'écriture, on doit respecter la syntaxe de la programmation logique par prologue. Donc, ici, j'ai nommé mon prédicat puzzle avec une liste L. Donc, j'ai déclaré ici le nombre de variables selon le nombre de cases c'est-à-dire le nombre de cases de ce puzzle. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 cases, donc je pris 18 variables de H jusqu'à M. Leur domaine, c'est de 0 à 9. Donc, c'est donné dans l'exercice. Et pour les contraintes, il faut respecter les contraintes ici. La somme doit être égale à 20. Verticalement différent, il faut que toutes les valeurs soient différentes de 7. Et verticalement pour la première ligne de 9, ainsi de suite. Okay? Donc, j'ai pris toutes ces variables. Et pour le prédicat d'appel, il est prédéfini. C'est le F de la ligne avec la liste L. Vous pouvez ici ajouter option, c'est toujours vrai si vous voulez utiliser le schéma d'appel avec deux arguments en précisant c'est-à-dire les heuristiques d'appel de la valeur de la variable et de la variable. L'essentiel, c'est ça, la modélisation. Il faut donc la correction. Premièrement, il faut que la modélisation elle est correcte, le choix des valeurs, des variables et les contraintes. Et pour le programme prologue, il faut que la syntaxe soit correcte. Donc on respecte ici. Ici, on devait ajouter un mot. Vous voyez, ça c'est une erreur. Donc normalement, on donne le nom du prédicat, les arguments, -, et on déclare la liste des variables, on déclare le domaine des variables avec le prédicat prédéfini F des domaines, on liste les contraintes en respectant ici, c'est-à-dire la syntaxe d'écriture de l'égalité inférieure, etc. Et puis le schéma d'appel. OK? Du F de la ligne. Donc cela termine la résolution, bien la correction de votre examen. J'espère que l'explication était claire. Donc bon courage pour tous les étudiants et à la prochaine vidéo. Merci.